C'est un très grand honneur de présenter M. Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie, l'un des titulaires français dans cette discipline, pour une œuvre qui est extrêmement frappante dans son audace, dans la création de structures supramoléculaires inédites, et je dirais à la limite du possible. Avant de lui passer la parole, je me permettrai de dire 2 ou 3 choses. D'abord, que l'Alsace, dont il est issu et où il réside, possède une grande tradition de recherche en chimie et plus généralement en matière de recherche scientifique. Je voudrais rappeler la mémoire de Guy Ourisson et avant lui, rappeler également que ce n'est certainement pas un hasard si la France a envoyé Louis Pasteur à Strasbourg. Et en regardant de l'autre côté du Rhin, je voudrais brièvement citer l'un des prédécesseurs de Jean-Marie Lehn, le chimiste berlinois Emil Fischer, qui écrivait en 1915 qu'il voyait comme dans un rêve, ça a été dit ce matin, surgir une biologie chimique de synthèse, je ne sais pas trop comment dire, eine chemisch-synthetische Biologie. La chimie supramoléculaire développée par Jean-Marie Lehn est allée énormément plus loin, bien sûr, que ce que les chimistes, il y a un siècle, pouvaient accomplir ou rêver d'accomplir. Emil Fischer était un pionnier de la synthèse des protéines. Monsieur Jean-Marie Lehn a fait franchir une nouvelle étape supramoléculaire qui ouvre des perspectives considérables. Je lui cède immédiatement la parole. Le thème, je pense que essayer de couvrir ce thème en une journée, c'est d'avance pas possible, n'est-ce pas? Mais au moins on peut inciter les gens à réfléchir et peut-être à essayer de présenter différents aspects. Moi, je vais présenter un aspect vraiment chimique. Je crois que nous aurons un peu plus tard aussi de la chimie un peu pure et dure. Mais j'ai voulu être un peu provocateur au début et dire qu'il y a quelque chose par-delà la synthèse et qui est justement l'auto-organisation. Où est-ce que ça a commencé? Il y a fort longtemps, 13,7 milliards d'années, et notre affaire commence ici. La chimie commence à peu près à cet endroit-là. À partir de là, la matière s'est auto-organisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se poser une question tout à fait fondamentale à laquelle la chimie peut contribuer de façon majeure. J'ai reçu un jour un coup de fil d'un de ces journalistes de ce qu'on appelle les revues à high impact factor, les revues avec un facteur d'impact comme ça, qui se considèrent donc nécessairement au-dessus du lot, ce qui reste à démontrer, mais qui m'a dit ceci: voilà, je fais un article général sur les sciences et on m'a dit, les physiciens me disent « Ah, mais nous on s'occupe des lois de l'univers, big problem ». Les biologistes me disent les règles de la vie, big problem. Que font les chimistes? Ils font des molécules nouvelles, ils font des matériaux nouveaux. Ok, c'est bien, mais où est la grosse question? Je dis, mais écoutez, la chimie va s'adresser à la plus importante des questions. Parce que, sans prétendre qu'Einstein n'est pas important et que la théorie de la relativité n'est pas absolument fondamentale, il est très important de comprendre comment Einstein a pu exister. Et donc, la question fondamentale, c'est comment la matière peut-elle devenir complexe? La réponse, nous l'avons. Ça peut être arrogant, mais nous l'avons, la réponse. Comment passe-t-on de la matière d'abord divisée, puis organisée, puis matière vivante, puis matière pensante? Évidemment, par un processus qu'on peut appeler l'auto-organisation. Ça veut dire tout et rien. Ça veut dire ça s'est fait tout seul, à cause des lois de l'univers et des composants de l'univers, mais nous ne savons pas vraiment comment. Comment peut-on construire les étapes, remonter les étapes, sans savoir exactement si ça s'est fait comme ça, mais au moins de le rendre raisonnable, comme dirait Albert Eschenmoser par exemple. Comment est-ce que ça peut se faire? L'auto-organisation, on peut la considérer que c'est la synthèse ultime. Ça se fait tout seul, mais ça se fait sur la base des éléments disponibles, des briques disponibles et des interactions entre elles.
elle a donné naissance à ceci que nous connaissons, mais aujourd'hui, sur la planète Terre, ça ne suppose pas que plus tard, ailleurs, il n'y ait pas autre chose aussi d'autres organismes du même genre. Peut-être que Jacques Ress a évoqué ce problème, je n'en sais rien, mais c'est une possibilité. Avant que la vie n'existe, il devait y avoir une évolution, c'est clair. L'évolution des organismes vivants, il y a les biologistes qui l'étudient, il y a toute une partie de la science qui s'en occupe, mais avant qu'il n'y ait cette évolution des organismes vivants, il devait y avoir une évolution purement chimique, que l'on peut définir de la façon suivante, ce sont les forces électromagnétiques qui opèrent sur les briques de base, créent de la diversité structurelle, et cette diversité structurelle conduit à une complexification progressive de la matière, peut-être sous une pression, ce qu'on peut appeler l'information. L'objet un peu plus informé peut gagner sur l'objet qui est un peu moins, bien que la définition là soit un peu vague, mais on pourrait en discuter plus en détail. Et on pourrait donc penser que c'est une espèce de généralisation à la matière non vivante, pour une fois. En général, la généralisation, ça vient de la matière non vivante vers la vivante, mais là, on pourrait dire, voilà, ce qui est limité à la biologie, c'est vrai, c'est un gros domaine, peut s'étendre au reste. Et avant le niveau, l'étape darwinienne, ce qu'on appelle le Darwinian Threshold, il y avait des évolutions qui ne faisaient pas appel, évidemment, au même type de transmission d'informations. Il était horizontal plutôt que vertical, d'après ce que les gens du domaine professent actuellement. Et c'est donc il y a toute une évolution purement chimique qui existait avant l'évolution vivante, et l'évolution vivante elle-même, d'ailleurs, à la base, elle est chimique aussi. Le début de la chimie moléculaire a été d'essayer de contrôler, de maîtriser la façon de passer de la brique, l'atome, à la molécule, et d'organiser la matière moléculaire par des techniques de plus en plus raffinées, par des méthodologies de plus en plus raffinées, plus sélectives, plus puissantes, etc., pour organiser la matière vivante. Et ceci, donc, a conduit à la construction de cet énorme domaine, la chimie moléculaire, que l'on peut caractériser par deux étapes majeures. Une étape, en 1828, la synthèse de l'urée par Friedrich Wöhler, petite molécule, mais étape très importante, parce que Wöhler a réussi à obtenir ce produit contenu dans un organisme vivant à partir du cyanate d'ammonium, matière non vivante. Et donc il a de ce fait détruit cette notion magique de force vitale. Il n'y en avait pas besoin. On pouvait produire à partir de substances clairement non vivantes des substances contenues dans les organismes. 150 années plus tard a été réalisée la synthèse de la vitamine B12, une molécule énormément plus compliquée, comme même les non-chimistes présents peuvent s'en rendre compte, par les efforts conjugués de deux groupes, Robert Woodward à Harvard et puis Albert Eschenmoser à l'ETH à Zurich. Et bon, on voit facilement que l'évolution a été fantastique entre l'urée et la vitamine B12. Les chimistes ont vraiment appris leur métier. Ça ne s'est pas arrêté à la vitamine B12. Depuis la synthèse de la vitamine B12 dans les années 60, 1970, là, vers les années 70, la chimie moléculaire s'est beaucoup développée. Nouvelles réactions, nouvelles molécules, nouveaux procédés, nouveaux matériaux. Et probablement, de nos jours, on ne ferait plus la vitamine B12. Il y a beaucoup de réactions qui sont découvertes depuis, qui n'étaient pas connues à l'époque. Et probablement, la synthèse d'une molécule aussi compliquée que celle-là se ferait de nos jours de façon différente, en utilisant des réactions découvertes depuis. Mais il n'en reste pas moins que c'était un Himalaya de la synthèse chimique qui démontrait la puissance de la synthèse organique sur la matière, la possibilité d'édifier ces organes, ces molécules extrêmement compliquées, et notamment aussi de montrer qu'on pouvait vraiment disposer exactement dans l'espace les atomes comme il le fallait. Des molécules plus compliquées que la B12 ont été synthétisées depuis, et cela va continuer. Voilà un abrégé de la synthèse de la vitamine B12. Je vous le montrer, non pas pour que vous lisiez, mais pour que vous voyez un peu que c'est grand nombre d'étapes. C'est par de nombreuses étapes, par des bouts qu'on construit progressivement,
avec une stratégie très élégante, mais longue, de différents produits progressivement construits à partir des produits de base qui sont en haut à gauche, des intermédiaires entourés en bleu, et de ces intermédiaires qui ont ensuite servi à construire progressivement la molécule. Là, c'est l'acide cobirique, qui est donc une substance qui est contenue dans la B12, le cycle central, en bas à droite. Je voulais le faire remarquer aussi, parce que ça ressemble un peu à une partition, c'est quelque chose, un ensemble que l'on joue, et qu'on y arrive après des efforts remarquables. Ensemble, les groupes de Woodward et d'Eschenmoser ont sans doute mis en œuvre 150 années chercheurs et chercheuses, avec donc de nombreux chercheurs pendant une douzaine d'années. Mais par étapes, avec des techniques un peu de joueur d'échecs. On prépare quelque chose, on protège certains coins de la molécule, parce qu'on veut l'utiliser 5, 6, 7 étapes plus loin, on libère à fur et à mesure qu'on veut l'utiliser. Donc une technique extrêmement raffinée, très élégante, mais pas à pas. La question qu'on peut poser alors, est-ce que par-delà la construction des objets moléculaires à partir des briques élémentaires, donc à partir des atomes et des différentes molécules que l'on peut mettre en œuvre pour construire la molécule finale, n'y a-t-il pas une chimie qui peut se développer sur ces bases, mais qui tient compte des interactions entre les molécules et qui s'occupe principalement des interactions, c'est-à-dire qui considère non plus la molécule isolée en tant qu'ensemble d'atomes, mais la molécule comme ensemble elle-même au milieu d'un ensemble d'autres molécules avec lesquelles elle est en interaction. C'est la mise en œuvre de ces interactions moléculaires qui, en gros, représente la maîtrise que la chimie supramoléculaire doit acquérir pour pouvoir remplir sa mission, en quelque sorte, reconnaître comment les molécules se reconnaissent-elles, comment agissent-elles les unes sur les autres, comment l'une peut-elle en transporter une autre, par exemple, à travers une membrane biologique. Cette reconnaissance moléculaire qui fait la spécificité du monde biologique, tout ce qui se passe dans notre organisme et dans n'importe quel organisme vivant, est extrêmement sélectif. Les molécules, en quelque sorte, se connaissent, se reconnaissent et agissent de façon très sélective les unes sur les autres. Et ceci, c'est cette notion de reconnaissance moléculaire qui le décrit. Elle a besoin de forces d'interaction, les liaisons non covalentes, celles qui ne sont pas celles présentes dans les molécules, mais intermoléculaires, pour lier les objets les uns aux autres. Et évidemment, et c'est peut-être une des notions les plus importantes que la chimie supramoléculaire a non pas découverte. Cette notion était toujours là, mais a mise en avant et a vraiment montré l'importance de cette notion, le fait que tous les systèmes moléculaires qui présentent une certaine sélectivité, une reconnaissance, font intervenir de l'information. Cette information peut être décrite de façon très géométrique d'abord, par une complémentarité de forme. C'est de nouveau pour à nouveau évoquer Emil Fischer, sa fameuse image de 1894, très puissante image de Schloss und Schlüssel, la clé et la serrure et la clé. Et cette notion de serrure et de clé reste une notion de base, même si la clé est devenue assez molle, la serrure est devenue plus molle, mais cela reste quand même la notion de complémentarité géométrique. Bien sûr, avec le temps, c'est rajouté une complémentarité interactionnelle. Il faut que les objets, les points en interaction d'une molécule à l'autre soient des points qui soient complémentaires, un plus avec un moins, etc. Donc, reconnaissance moléculaire, c'est le phénomène de base. On peut donc dire que la chimie est vraiment une science de l'information. C'est quelque chose que j'aime bien dire aussi quand, de temps en temps, il m'arrive de faire des conférences dans des lycées, des collèges, où, évidemment, les jeunes générations, sont des générations qui ont pratiquement les doigts posés sur un ordinateur tout le temps. Et leur dire que la chimie est une science de l'information peut peut-être paraître choquant a priori, mais c'est certainement une science de l'information. Le stockage est moléculaire, l'information est contenue dans la molécule, dans sa structure, sa forme, la composition, et la façon dont l'information est lue et traitée est supramoléculaire par les interactions entre ces objets. Cela veut dire que si l'on comprend de mieux en mieux la reconnaissance moléculaire, on pourra peut-être utiliser ces informations, cette connaissance des processus de reconnaissance,
pour mettre en œuvre des processus qui vont conduire à une génération qu'on peut appeler spontanée, pas dans le sens pré-pastorien, mais une génération contrôlée par la façon dont les molécules ont été construites, génération d'un objet supramoléculaire complexe à travers l'utilisation d'ensemble de processus de reconnaissance moléculaire qui organisent les briques de base les unes par rapport aux autres. Donc, par-delà la préorganisation d'un objet chimique, on peut espérer, à l'aide des notions de reconnaissance moléculaire et d'une construction adéquate des briques initiales, aboutir à l'auto-organisation d'une architecture beaucoup plus complexe. Évidemment, le monde vivant nous offre énormément d'exemples de ceci. Je choisis toujours celui-ci parce que c'est sans doute l'un des exemples les plus simples, tout en étant très instructif. J'aurais pu choisir beaucoup d'autres virus. Mais prenons le virus de la mosaïque du tabac. De quoi s'agit-il? Tout simplement, je dirais, de 2130 briques, des unités protéiques de base, et ces 2130 briques qui sont ici représentées par cet ensemble-là, qui par une structure, donc ça c'est en un peu plus détaillé, ou encore en plus simple, cette tranche de gâteau, cette tranche de tarte, qui ensuite peuvent s'accrocher les uns aux autres par reconnaissance de surface et se mettre ensemble de sorte à former cette tour hélicoïdale dans laquelle est contenu le génome du virus. Ça a l'air très compliqué, mais en fait ça marche tout seul. Cela veut dire ceci: si vous avez cette brique et si vous rajoutez l'acide ribonucléique, le génome, ça s'assemble automatiquement. Et automatiquement, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est de la physico-chimie pure et dure, toute simple, je voudrais dire. La molécule est compliquée, mais les interactions qui mettent tout en place sont quelque chose qu'un physico-chimiste peut vous expliquer s'il connaît tous les détails de la structure. Donc il n'y a pas de magie, il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, ça marche parce que l'objet est construit de façon adéquate, les interactions font que les objets s'accrochent les uns aux autres de façon qui convient, et ensuite ça peut se construire, et ça se construit tout seul. Évidemment, c'est un système très simple encore. Là aussi, réinsistons sur cette notion de chimie, science de l'information. Le programme qui opère dans la formation de ce virus est moléculaire. L'information est dans les composants, les protéines. L'opération, le fonctionnement, le traitement est supramoléculaire. Et si on rentre dans les détails, notamment dans des systèmes plus simples, on peut même définir des algorithmes de reconnaissance, c'est-à-dire la façon dont la reconnaissance se fait et positionne les objets les uns par rapport aux autres. Donc, comme dans un système, un programme d'ordinateur, on rentre de l'information, on laisse le programme travailler, donc la substance se construire, et quand c'est fini, ça s'arrête. Je vais vous donner juste quelques exemples de nos travaux, mais c'est un domaine qui a beaucoup intéressé les chimistes dans les dernières 10-15 années, d'essayer de faire à un niveau purement chimique encore, pas de petites molécules qui sortent du tube à essai et se mettre à grimper sur les paillasses, de voir comment, avec des idées de reconnaissance moléculaire assez simples, mises en œuvre avec des composants, d'une part, des briques qui sont des objets moléculaires, et des interactions entre ces briques, qui peuvent être de diverses natures, et qui ont été utilisées, qui sont de diverses natures, parmi tous les exemples qui ont été faits dans différents laboratoires. J'ai choisi là d'illustrer par l'utilisation de cations métalliques qui servent en quelque sorte de ciment entre les objets moléculaires pour les lier, mais de façon très spécifique. Les lier d'une certaine façon perpendiculaire, linéaire, en angle, etc. Reprenons le langage de l'information. On peut alors dire que ce sont les cations métalliques qui vont lire et traiter cette information présente dans l'objet liant, le cation, le ligand, à travers un certain algorithme qui est la géométrie de coordination. C'est un grand mot pour la géométrie de coordination, mais c'est quand même ça. Et je crois que le fait que ça existait déjà, la géométrie de coordination est connue depuis belle lurette, depuis Alfred Werner, n'empêche qu'on peut vraiment dire que c'est un algorithme de lecture de l'information. Voilà un exemple que nous avons réalisé maintenant, il y a une vingtaine d'années, où l'on fait des doubles hélices qui n'ont rien à voir avec les doubles hélices naturelles,
Ce n'est pas de l'ADN, loin de là, ça n'a pas la complexité de l'ADN, mais c'est des doubles hélices quand même, et qui se forment à l'aide de principes totalement différents de ceux de l'ADN. Les molécules sont différentes, ce sont donc des chaînes dont les sous-unités ne sont pas des nucléotides comme dans les acides nucléiques, mais des éléments liant des cations métalliques, et le ciment qui les lie n'est pas de la liaison hydrogène comme dans l'ADN, mais l'utilisation d'ions cuivrins dans ce cas-là. Si vous mélangez dans un flacon, dans un solvant adéquat, ce ligand et ce cuivrin, vous obtenez automatiquement une double hélice, pour des raisons sur lesquelles je ne peux pas m'étendre, mais qui sont parfaitement compréhensibles du point de vue de la chimie de coordination. Voilà un des plus gros que nous ayons réalisé, que je vous montre parce que ça indique le genre de choses. C'est un pas encore relativement simple, mais quand même, ça frappe par sa complexité par rapport à ce que la chimie de synthèse doit édifier pas à pas. Cette molécule est une autre qui a été faite et que nous avons synthétisée avec 4 sites ici, qui peuvent chacun lier un cation métallique en utilisant le cation adéquat. Dans ce cas-là, ici, il se trouve qu'il y a du plomb. Vous mélangez ça avec le plomb et ils se mettent en place spontanément, mais contrôlés par la façon dont les interactions se font, en une seule opération, mais avec beaucoup d'étapes cachées qui se font, qu'on peut observer éventuellement par différentes méthodes spectroscopiques. Mais du point du départ au point d'arrivée, beaucoup de choses peuvent se passer, mais qui sont toutes des étapes un peu cachées, comme dit, que l'on peut étudier, mais qui ne sont pas nécessairement visibles si on ne les cherche pas spécialement, et qui met en place 24 composants, 8 molécules, 16 ciments, 16 points de ciment ici, et qui se disposent en une grille dont la structure a été démontrée par détermination de structure ions X, etc. Donc, telle que celle que je vous montre ici. Un dernier exemple, un nanocylindre, un petit cylindre supramoléculaire, où sont utilisés 2 types de molécules, une molécule linéaire en rouge, une molécule plane en bleu, 3 linéaires, 4 planes dans ce cas-là, et les points de connexion qui tiennent les choses ensemble, à nouveau le cuivrin, ces cations sont représentés par ces boules dorées, jaunâtres, dorées. Là, 2 molécules de types différents, 12 cations métalliques, 19 composants en tout, se mettent ensemble à nouveau pour générer ce nanocylindre. Voilà un dernier exemple, en fait, qui est un peu plus compliqué, c'est pour ça que je vous le montre, sans entrer dans les détails. C'est un cas où le programme est multiple. Il y a un programme central qui dit « je veux faire une grille », il y a un programme latéral qui dit « je veux faire des hélices ». Quand on le traite avec les ions métalliques qui font la lecture adéquate de cette information, je passe sur les détails, on obtient cet objet qui est quand même très compliqué. Pour mettre ça en place sur des principes différents, ce ne serait pas simple du tout. Et vous voyez donc qu'il y a 4 de ces molécules, 8 ions à coordination 5, cuivre 2, 4 ions à coordination 1, tétraédrique, qui se mettent automatiquement ensemble pour générer cet objet. Ça, c'est la structure ions X. Donc en s'y démontrant aussi comment on peut aboutir à des structures très complexes. Un petit point pour insister sur une autre conséquence de ce genre d'approche, c'est que probablement, et je suis personnellement convaincu que certainement, dans le futur, on devra faire appel à ces possibilités qu'a la matière de s'auto-organiser, même à ce niveau simple par rapport au niveau biologique, où l'on se dira qu'au lieu de fabriquer les magnifiques dispositifs dont nous profitons actuellement, qui ont été tous fabriqués par des méthodes de nanofabrication, microfabrication et nanofabrication, faire l'objet, mais de plus en plus péniblement et avec sans doute de plus en plus de dépenses pour mettre les technologies au point. On sait que ça marche, puisque nous avons ces magnifiques dispositifs que nous pouvons utiliser. Mais à un moment donné, ce sera peut-être trop petit, trop difficile, trop cher, etc. Et alors on pourra peut-être faire appel à cette capacité qu'a la matière de générer l'objet complexe de par elle-même si les éléments de base sont bien conçus. Donc, je fais l'article là pour défendre le fait qu'il faut penser au passage de la fabrication à l'auto-fabrication, laisser l'objet se faire. Et pour vous convaincre par un exemple qui est, je pense qu'on ne peut pas réfuter, mais dont nous sommes extrêmement loin,
l'ordinateur le plus puissant dont nous disposions, c'est celui-là, il se fait tout seul. Bon, on est fort loin d'en faire un dans un laboratoire, mais ça existe, donc c'est possible. Et progressivement, la science nous y mènera. Ce que je vous ai raconté pour l'instant, et c'est un peu pour attirer maintenant l'attention sur une évolution récente, et conclure là-dessus, je vous ai parlé de l'auto-organisation dans un laboratoire avec des systèmes simples par rapport au système vivant, mais qui quand même progressivement montent les étapes vers ces possibilités de contrôler l'auto-organisation. Et ceci se fait à dessein. Design en anglais, c'est plus facile à dire. Reposant sur l'information qu'on met dedans, la programmation, on contrôle la synthèse, la façon dont l'objet se construit. Mais on pourrait aussi se dire, après tout, est-ce qu'il n'est pas possible de laisser cet objet choisir ce dont il a besoin et donc passer à l'auto-organisation avec une sélection des objets, des éléments nécessaires à l'édification de l'objet supramoléculaire. Cette sélection ne peut s'opérer que s'il y a diversité, beaucoup d'objets disponibles entre lesquels on peut choisir, chose d'ailleurs qui probablement est aussi intervenue dans l'évolution des organismes vivants, beaucoup de diversité, beaucoup de possibilités. Bricolage, comme dirait notre cher collègue François Jacob. Dynamique, parce qu'il faut que ça explore, que ça aille voir, et si c'est pas bon, ben on cherche autre chose. Ne pas être bon peut signifier pas être stable thermodynamiquement, ne pas rentrer dans un système hors équilibre de façon adéquate, etc. Donc, choisir les composants et explorer les chemins par lesquels on arrive au final. Nous sommes arrivés à ce genre d'idée par plusieurs étapes, comme toujours. Je vous en illustre juste une. Il se trouve qu'au cours de ces études qui consistaient à utiliser des molécules organiques et des ions métalliques pour faire des objets de plus en plus complexes, on s'était dit pourquoi pas faire des espèces d'analogues des ADN circulaires. Il y a des acides nucléiques circulaires, des hélicates circulaires donc. Et il se trouvait que cette branche moléculaire, des ions fer mélangés, chlorure de fer, conduisait à un pentagone avec un chlorure au milieu. C'était beau, on avait la structure, on était content, c'était bien. Mais très souvent, on recherche une expérience. Le résultat d'une expérience veut vous dire plus que ce que vous y cherchez. Et ici, on aurait pu se contenter de s'arrêter là. Mais il y a quand même une question à se poser. Pourquoi obtient-on les systèmes pentagonaux alors qu'à partir de ces mêmes briques, on aurait pu faire un carré, un pentagone, un hexagone et puis tous les systèmes circulaires possibles? Pourquoi 5? Peut-être parce que l'ion chlorure demande au système « je serai content d'être bien au milieu de cette cavité » et c'est pour ça que je force le système à exprimer le pentagone parce que c'est l'état le plus stable de ce système. Simple alors. On fait la même chose avec autre chose que le chlorure. On prend le sulfate et on obtient un hexagone. On rajoute du chlorure, on repasse à 5. On enlève le chlorure, on repasse à 6. Alors, évidemment, c'est limité, c'est que 2 exemples. Mais ça permet quand même de construire une idée, un concept, qui est de dire c'est un système qui est dynamique, qui va pouvoir générer n'importe lequel des membres de cet ensemble virtuellement accessible, sans qu'il soit présent, suivant les conditions dans lesquelles on se trouve. Et ça a conduit à cette idée de chimie dynamique, qui en fait, on aurait dû le réaliser, mais c'est souvent comme ça, a toujours été présente. La chimie supramoléculaire, du fait que les liaisons entre les objets dont elle s'occupe sont faibles, est nécessairement une chimie qui peut tomber en morceaux, se refaire, les objets peuvent se dissocier, se réassocier, se dissocier, se réassocier. Et ça, c'était toujours présent. Mais on le tenait pour acquis, c'était normal, on n'allait pas s'en préoccuper outre mesure. Mais on réalise rapidement que ça permet une variation de constitution et une adaptation d'objets, comme c'est le cas avec chlorure, sulfate. Et il y a beaucoup d'autres cas maintenant qui sont connus. Deuxième étape, une fois admis, une fois constaté, une fois réalisé qu'il y a cette dynamique dans les systèmes supramoléculaires, pourquoi ne pas essayer de l'importer dans la chimie moléculaire et faire quelque chose que les chimistes moléculaires trouveraient certainement hérétique, de faire des molécules qui tombent en morceaux. Alors qu'en général, dans les laboratoires, ce qu'on essaie de faire, c'est des molécules qui tiennent. Et quand elle ne tient pas, on la met au frigo pour un petit peu la calmer.
Donc la question était de savoir pourquoi ne pas exactement faire l'inverse. Et souvent, il faut tourner un problème à 180 degrés et se dire non, on va faire des molécules qui vont pouvoir tomber en petits morceaux parce qu'elles auront peut-être cette propriété de se dissocier, de se réassocier différemment, de choisir d'autres composants, de réagir à ce qui se passe autour. Et donc d'importer cette dynamique constitutionnelle dans la chimie moléculaire. Comment ? Par l'introduction de liaisons qui peuvent se couper, se refaire, se couper, se refaire. Bon, les chimistes présents sauront de quoi je parle. Et on aboutit ainsi à l'idée que, du fait de cette recherche d'une dynamique dans la Constitution, il peut se définir une chimie dynamique qui a trait à la constitution de l'objet que l'on regarde, à la fois au niveau moléculaire, où c'est intentionnel, vous voulez le faire, qu'au niveau supramoléculaire, non covalent, où c'est de nature, c'est compris dans l'objet, il est fait comme ça. Et donc, il y a deux types de reconnaissance qui se présentent, l'une qui est interactionnelle, supramoléculaire, et l'autre qui est fonctionnelle et qui fait appel donc à la formation de liaisons dites covalentes. Cette approche d'auto-organisation à la chimie synthétique remplace donc en principe des stratégies multi-étapes par des stratégies en un pot, on mélange, et beaucoup de choses se font. Évidemment, à l'échelle de la microseconde, on verrait des étapes, beaucoup d'étapes, mais elles se font toutes seules, et donc ce seront ce qu'on peut appeler des stratégies de reconnaissance moléculaire. C'est une autosynthèse. Si j'étends ce domaine, cette idée de self-auto-organisation, cette auto-organisation est en quelque sorte la synthèse ultime, mais il faut évidemment savoir programmer adéquatement son système. Et donc, on pourrait dire, je ne peux pas dire en plus, ce n'est pas la panacée, on ne va pas résoudre tous les problèmes avec ça, mais c'est une façon différente de voir la synthèse, laisser les choses se faire. Il y a des exemples fameux qui sont absolument renversants, comme par exemple la synthèse des anneaux borroméens par Stoddard et son groupe, où on mélange deux produits. Ils se mettent ensemble, ils font des anneaux borroméens. Vous auriez dit ça à un chimiste à 20 ans, vous dites, mais non, vous êtes prêt pour l'asile. C'est encore quand vous le voyez, après tout, quand vous avez compris. C'est simple, il suffisait de le trouver. Donc c'est une utilisation optimale de la matière d'énergie, la mise en œuvre de l'information moléculaire et supramoléculaire pour la réactivité et l'interactivité, et surtout aussi faire appel à la réversibilité. Il faut que ça soit dynamique, que ça puisse choisir dans une diversité. Cela veut dire que ça conduit à l'introduction en chimie de ce paradigme, on peut dire, qui est la sélection. Variation de constitution basée sur la sélection d'objets différents permet une adaptation suivant les conditions de milieu, la pression de facteurs externes ou peut-être internes aussi. On passe donc de la chimie moléculaire, de la synthèse moléculaire, où la question est maîtriser la liaison covalente, à la synthèse supramoléculaire, où l'on veut maîtriser la liaison non covalente, vers une synthèse adaptative, où l'on veut mettre en œuvre la diversité des objets, la dynamique et la sélection. C'est-à-dire la voie par l'auto-organisation s'appuyant sur ces constitutions, sur cette diversité constitutionnelle et dynamique, introduit les notions de sélection, évolue progressivement vers une chimie qu'on peut appeler adaptative, évolutive, et évidemment, par l'année actuelle, on ne peut pas négliger de mentionner Darwin. Nous sommes très loin de ça, c'est assez provocateur, c'est très très loin. Mais c'est quand même intéressant, vous savez, dans un domaine, voir les choses sous une grille différente, avoir en tête une approche différente, un concept différent. Ça ne veut pas dire que vous le faites, ça ne veut pas dire qu'on en est là, mais ça veut dire que vous voyez votre objet de façon différente, vous lisez votre chimie par une grille qui n'est pas la même. Et donc, progressivement, de la chimie moléculaire et supramoléculaire, on passe à une chimie dynamique dans la constitution de l'objet, et donc à la possibilité de faire une chimie adaptative, et évidemment, qui dit chimie dit synthèse, puisque l'une des bases de la chimie, c'est de faire l'objet dont il s'occupe, donc nécessairement, la synthèse deviendra aussi adaptative. Mais c'est déjà connu, ça. Léonard de Vinci a écrit en son temps, là où la nature finit de produire ses propres espèces, l'homme commence, utilisant les choses naturelles, je l'appelle Mendeleïev, les briques élémentaires, en harmonie avec les lois de la nature, les lois de la physique, l'équation de Schrödinger, à créer, synthétiser.
une infinité d'espèces non vivantes et un jour, je suis convaincu, vivantes. Merci beaucoup.